La lumière de la veilleuse dessinait des ombres douces sur les murs de la chambre quand Théo, 7 ans, s'accrocha soudain à la main de sa mère. Le rituel du coucher était presque terminé. Une histoire, un baiser, la porte entr'ouverte. Pourtant, ce soir-là, son regard ne cherchait pas le plafond constellé d'étoiles, mais le visage de Gabriel. Sa voix tremblait, comme s'il portait un secret trop lourd pour son âge. « Maman, papa a parlé d'un voyage, mais pas comme le tien. Il a dit des choses qui m'ont fait peur. » Gabriel s'assit au bord du lit. À 38 ans, elle se croyait à l'abri des mauvaises surprises. Analyste financière reconnue à Lyon, elle gérait des portefeuilles complexes le jour et une maison bien réglée le soir. 12 ans de mariage avec Marc, une routine rassurante, un équilibre qu'elle pensait solide. Elle était la principale pourvoyeuse du foyer, oui, mais elle avait toujours vu cela comme une force commune, pas comme un déséquilibre. Jusqu'à ce murmure. Théo avala sa salive et continua, les yeux fixés sur la couverture. Il parlait avec une dame, Camille. Il disait qu'ils allaient prendre tout l'argent pendant que tu serais parti, qu'ils allaient se séparer et que je viendrais vivre avec eux. Le cœur de Gabriel se serra. Les mots semblaient irréels, presque mal assemblés, mais la peur de son fils, elle, était bien réelle. Elle tenta de garder une voix calme, le rassura, promit que personne ne l'emmènerait loin d'elle. Après avoir éteint la lumière, elle resta un long moment dans le couloir, immobile. Derrière la porte close, son fils respirait enfin paisiblement. Devant elle, un doute immense venait de s'ouvrir. Cette nuit-là, Gabrielle comprit que la stabilité qu'elle croyait acquise reposait peut-être sur un mensonge et qu'un simple chuchotement d'enfant venait de fissurer toute sa vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires touchent le public. Le lendemain matin, Gabrielle se leva avant l'aube. La maison était silencieuse, seulement traversée par le bourdonnement lointain de la ville qui s'éveillait. Elle observa Marc endormi, son visage détendu, presque innocent. Rien, en apparence, ne laissait deviner les mots que Théo avait rapportés. Pourtant, ces phrases tournaient en boucle dans son esprit, impossibles à ignorer. Au petit déjeuner, elle joua son rôle avec une précision presque mécanique. Café serré, tartines beurrées, sac d'école vérifié. « Tu pars toujours mardi pour Bordeaux ?» demanda Marc d'un ton distrait. « Oui, » répondit-elle en soutenant son regard. « 3 jours, comme prévu. » Il hocha la tête, trop vite. Gabrielle nota ce détail, minuscule mais troublant. Sur le chemin de l'école, Théo marchait près d'elle, plus silencieux que d'habitude. À l'angle de la rue, il leva les yeux. « Tu es fâché contre papa ?» Elle s'accroupit à sa hauteur, posa ses mains sur ses épaules. « Non, mon chéri. Mais parfois, les adultes disent des choses compliquées. Ce qui compte, c'est que tu me dises toujours la vérité. » Il acquiesça, rassuré sans l'être totalement. Arrivée à son bureau, Gabrielle ne se plongea pas dans ses dossiers habituels. Elle ouvrit plutôt son ordinateur personnel, consulta les relevés bancaires familiaux, ceux qu'elle regardait rarement par confiance plus que par négligence. Les premières lignes ne montrèrent rien d'anormal. Puis elle changea de mois, de compte, de filtre. Une légère tension lui noua l'estomac. Une somme modeste mais inconnue venait d'être transférée vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas. Puis une autre, quelques semaines plus tôt. Rien d'assez important pour déclencher une alerte automatique, mais suffisamment régulier pour dessiner un schéma. Gabrielle sentit le sang quitter son visage. Elle fouilla plus loin, méthodique, froide, professionnelle. À midi, elle déjeuna seule à son bureau, ignorant les messages de Marc. Chaque clic confirmait une intuition qu'elle aurait préférée erronée. Elle se souvenait soudain de cette période où elle avait été malade, affaiblie, signant des papiers sans vraiment les lire. Un frisson la parcourut. En quittant le travail ce soir-là, Gabrielle n'était plus seulement une épouse troublée par les confidences de son fils. Elle devenait une femme en alerte, consciente que la menace ne venait peut-être pas de l'extérieur, mais du cœur même de son foyer.
Et elle savait désormais qu'elle devrait avancer avec prudence, sans rien laisser paraître, pour protéger ce qui comptait le plus. Cette nuit-là, Gabrielle dormit à peine. Dès que Marc quitta l'appartement le lendemain matin, elle se leva avec une détermination nouvelle. Elle n'était plus dans le doute, mais dans l'action. Chaque geste devait rester invisible, chaque décision parfaitement calculée. Elle appela son travail, prétexta une migraine persistante, puis sortit avec son ordinateur et une chemise cartonnée sous le bras. Installée dans un café discret du quartier de la Part-Dieu, elle se connecta à ses espaces sécurisés, ceux qu'elle utilisait pour ses clients les plus exigeants. Cette fois, les chiffres concernaient sa propre vie. En recoupant les relevés, elle identifia plusieurs virements vers un compte intermédiaire, puis vers une structure au nom flou. Trop flou. Elle sentit une colère froide monter, mais se força à respirer lentement. De retour à l'appartement, pendant que Théo était à l'école, elle fouilla dans les tiroirs du bureau de Marc. Elle n'aimait pas cela, cette intrusion, mais la nécessité écrasait les scrupules. Entre de vieux contrats et des factures classées à la hâte, elle découvrit une copie notariée. Son nom y figurait, accompagné de sa signature. Une procuration générale, datée de 8 mois plus tôt. Ses mains tremblèrent. À cette époque, elle se souvenait parfaitement. Une infection sévère, des médicaments forts, plusieurs jours de fièvre. Marc s'était occupé de tout, lui avait dit-il, pour la soulager. Elle relut le document, le cœur battant. Cette procuration lui donnait plein pouvoir sur leur bien commun. Elle n'en avait aucun souvenir conscient. La révélation suivante fut encore plus brutale. En consultant les courriels imprimés et rangés sans soin, elle tomba sur un échange avec une agence immobilière, leur appartement. Des photos récentes, une estimation, une mention de vendeur pressé. Gabrielle dut s'asseoir. La tentative de mise en vente était réelle, avancée, presque finalisée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle dans le silence du salon. Tout s'imbriquait avec une précision glaçante. Les transferts progressifs, la procuration signée dans un moment de faiblesse, la préparation de la vente pendant son prochain déplacement. Et au centre de tout cela, Théo, évoqué comme une simple variable à déplacer. Quand elle alla chercher son fils à l'école ce soir-là, elle le serra plus fort que d'habitude. « Ça va, maman ?» demanda-t-il doucement. « Oui, mon cœur. Je te promets que tout ira bien. » Mais au fond d'elle, Gabrielle savait que le chemin serait long et dangereux. Elle avait désormais la preuve que ce que son fils avait entendu n'était pas une mauvaise interprétation d'enfant. C'était le début d'un plan soigneusement construit, et elle venait tout juste d'en soulever le voile. Gabrielle n'appela personne pendant 2 jours. Elle observa, nota mentalement chaque détail, chaque mot de Marc, chaque absence. Puis, un vendredi après-midi, elle envoya un message bref. « Tu es libre ce soir ? J'ai besoin de te voir. C'est important. » La réponse de Renata arriva presque immédiatement. « Chez moi, 19h. » L'appartement de son amie respirait la rigueur et la chaleur à la fois. Des étagères de livres juridiques côtoyaient des photos de vacances et des plantes bien entretenues. Renata, avocate depuis plus de 15 ans, l'accueillit sans poser de questions, mais son regard attentif trahissait déjà l'inquiétude. « Parle-moi calmement », dit-elle en lui tendant un verre d'eau. Gabrielle raconta tout, le chuchotement de Théo, les virements discrets, la procuration signée dans un brouillard de fièvre, la tentative de vente de l'appartement. Sa voix resta étonnamment posée, comme si elle exposait un dossier professionnel. Quand elle termina, un silence lourd s'installa. Renata ne réagit pas tout de suite. Elle prit des notes, demanda à voir les copies, relut la procuration ligne par ligne. Son visage se ferma. « C'est très grave, Gabrielle, et très bien organisé. Ce n'est pas une simple infidélité ou une dispute conjugale. C'est une stratégie. Est-ce qu'il peut vraiment me prendre Théo? Pas comme ça. Et certainement pas si on agit maintenant. » Elle expliqua, avec précision, les failles du plan de Marc, et surtout ce qu'il fallait éviter. Aucun affrontement direct, aucun soupçon. S'il comprend que tu sais, il accélérera. Il faut le devancer sans l'alerter. Gabrielle acquiesça. Elle sentait la peur se transformer en lucidité.
Renata dressa alors les premières étapes: sécuriser les comptes, préparer la révocation immédiate de la procuration, constituer un dossier de preuves solide. Et surtout, protéger Théo, juridiquement et émotionnellement. Il a déjà trop entendu, murmura Gabriel. Avant de partir, Renata posa une main ferme sur la sienne. Tu n'es pas seule, et tu n'es pas en retard. Mais à partir de maintenant, chaque décision compte. En quittant l'appartement, la nuit était tombée sur la ville. Gabriel inspira profondément l'air froid. Pour la première fois depuis la révélation de son fils, elle ne se sentait plus uniquement menacée. Elle se sentait entourée, armée, prête à avancer dans l'ombre. Le jeu venait de changer, et Marc n'en savait encore rien. Dès le lendemain, Gabrielle entra dans une phase presque irréelle, comme si sa vie s'était dédoublée. À la maison, elle restait l'épouse prévisible, parlant de valises et d'horaires de train pour Bordeaux. À l'intérieur, chaque minute était dédiée à l'exécution du plan établi avec Renata. Tout devait se faire vite, mais sans laisser la moindre trace émotionnelle. La révocation de la procuration fut la première étape. Renata s'en chargea personnellement, profitant d'un créneau d'urgence auprès du notaire. Le document fut annulé, enregistré, opposable immédiatement. Marc n'en saurait rien tant qu'il n'essaierait pas de l'utiliser. Gabrielle ressentit un soulagement bref, aussitôt remplacé par une vigilance accrue. Les comptes suivirent. Elle modifia les accès, renforça les sécurités, isola les fonds les plus importants sur des structures qu'elle seule contrôlait. En tant qu'analyste financière, elle savait exactement comment rendre un patrimoine lisible pour elle et opaque pour les autres. Chaque opération était légale, justifiée, indétectable au premier regard. « Kurt, il va tenter quelque chose pendant ton absence », affirma Renata lors d'un appel tardif. « Justement, » répondit Gabriel, « il pensera que je suis loin. » Le voyage à Bordeaux n'existait que dans les conversations. En réalité, Gabrielle avait posé des jours de congé et réservé une petite chambre dans un hôtel discret, à quelques rues de chez elle. Assez loin pour ne pas être vue, assez proche pour réagir. C'est depuis cette chambre qu'elle rencontra l'homme recommandé par Renata. Un enquêteur privé, sobre, précis, sans curiosité inutile. « Je veux savoir où il va, qui il voit, et surtout ce qu'il fait quand il pense être libre », expliqua-t-elle. « Et votre fils ?» demanda-t-il. « Il ne doit jamais être approché. » Jamais. Le lundi matin, Gabrielle embrassa Théo plus longtemps que d'habitude avant de le confier à l'école. « Tu sais où je suis si tu as besoin de moi », lui murmura-t-elle. « Tu reviens bientôt ?»« Très bientôt. » Marc la déposa à la gare avec une gentillesse presque exagérée. Il la regarda s'éloigner sur le quai, convaincu que le champ était libre. Gabrielle, elle, sortit par une autre issue, le cœur battant mais l'esprit clair. Dès le premier soir, les messages de l'enquêteur commencèrent à arriver. Des horaires, des adresses. Un prénom revenait souvent, Camille. Gabrielle éteignit son téléphone un instant, s'assit sur le lit et ferma les yeux. Ce n'était plus une simple précaution. C'était une surveillance active. Et quelque part dans la ville, sans le savoir, Marc avançait exactement comme elle l'avait prévu. Les jours suivants s'étirèrent dans une tension sourde. Depuis la chambre impersonnelle de l'hôtel, Gabrielle vivait au rythme des notifications silencieuses. L'enquêteur envoyait des comptes rendus précis, presque cliniques. Marc ne se cachait pas. Dîner répété dans le même restaurant, longue soirée dans un appartement du 6e arrondissement, appel téléphonique à heure fixe. Camille n'était plus une hypothèse, mais une présence constante. Puis, un message changea tout. Il a rencontré un homme aujourd'hui. Cabinet médical, quartier des Brotteaux, consultation privée. Il est ressorti avec des documents. Gabrielle sentit une sueur froide couler le long de son dos. Elle appela Renata immédiatement. « Ce n'est pas anodin », dit l'avocate après un court silence, surtout s'il s'agit d'un psychiatre. Le lendemain, la confirmation arriva, brutale. Grâce à une source administrative et à des recoupements, Renata obtint l'information que Gabrielle redoutait sans encore l'avoir formulée.
Marc préparait un dossier visant à faire établir un faux rapport psychiatrique. Un document censé prouver que Gabriel souffrait d'une instabilité mentale incompatible avec la gestion de ses biens et avec la garde de son fils. « Il veut te faire passer pour incapable », expliqua Renata d'une voix tendue. « Avec ce type de rapport, il peut demander une mise sous protection juridique, curatelle, voire tutelle. Et Théo ? Il s'en servirait pour justifier un transfert de garde provisoire. » Gabrielle resta longtemps muette. Tout s'éclairait avec une logique effrayante. La procuration signée pendant sa maladie, les transferts progressifs, la vente de l'appartement, et maintenant, l'étape finale, l'effacer légalement, la réduire au silence, la faire douter d'elle-même aux yeux des autres. « Il a pensé à tout », murmura-t-elle. « Pas à tout », corrigea Renata. « Il n'a pas pensé à toi. » Elles décidèrent d'accélérer. Chaque échange, chaque rendez-vous de Marc serait documenté, le moindre papier récupéré. L'enquêteur fut chargé d'une mission supplémentaire. Identifier précisément le médecin, les intermédiaires, et surtout prouver l'intention frauduleuse. Cette nuit-là, Gabrielle rentra chez elle discrètement pour embrasser Théo pendant son sommeil. Elle s'assit au bord du lit, observa son visage paisible. « Je te protégerai, quoi qu'il arrive », chuchota-t-elle. En repartant avant l'aube, elle comprit que la bataille avait changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de trahison, il s'agissait de sa dignité, de sa lucidité et du droit fondamental d'être une mère reconnue comme telle. Et désormais, elle avait la preuve que Marc était prêt à aller beaucoup plus loin qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le piège se referma le mercredi matin. Gabrielle, toujours officiellement en déplacement, suivait les événements depuis le salon feutré de l'hôtel, téléphone en main, respiration courte. À 9h12, le message de l'enquêteur arriva. Il se rend à la banque centrale de son agence, dossier sous le bras. Marc entra confiant, sûr de ses documents, sûr de son calendrier. Il ignorait que, 24 heures plus tôt, Renata avait fait enregistrer des oppositions ciblées. À l'accueil, l'employé consulta son écran, fronça les sourcils, puis se leva. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas donner suite à votre demande. »« Comment ça? Pas donner suite? J'ai tous les pouvoirs nécessaires. » Plus depuis hier. L'échange resta courtois, mais bref. Marc quitta la banque, crispé, le visage fermé. Il tenta aussitôt de joindre Gabrielle. Son téléphone vibra sur la table de l'hôtel. Elle laissa sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. À 10h40, il se présenta à l'agence immobilière. Même scénario. La vente était suspendue, dossier gelé sur instruction juridique. Le mot fraude avait été prononcé à voix basse. Marc sentit pour la première fois le sol se dérober légèrement sous ses pieds. La réaction fut immédiate. Plus brutale. À 12h30, il se dirigea vers l'école de Théo. L'enquêteur prévint Gabrielle en temps réel. « Il est en route. »« L'école est prête ? » ?»« Oui, tout est en place. » Quand Marc se présenta au portail, l'accueil fut ferme. La directrice sortit accompagnée d'un agent administratif. « Vous n'êtes pas autorisé à récupérer votre fils aujourd'hui, monsieur. »« C'est mon fils. » »« Justement, nous avons reçu des instructions très claires. » Les voix montèrent. Des parents se retournèrent. Marc recula, livide. Quelques minutes plus tard, une notification officielle arriva sur son téléphone. Mesures conservatoires. Restrictions temporaires. Interdiction de déplacement de l'enfant sans accord écrit de la mère. Dans la voiture, Gabrielle éclata enfin en sanglots. Pas de soulagement. Pas encore. Juste l'épuisement d'avoir tenu trop longtemps. « Il a essayé », dit-elle à Renata au téléphone. « Et il a échoué. C'était inévitable. » Ce soir-là, Marc rentra chez lui plus tôt que prévu. Il trouva l'appartement étrangement silencieux. Sur la table, aucun mot, aucun signe, seulement un espace vide, comme une réponse muette à ses tentatives. Gabrielle, elle, serrait Théo contre elle dans un autre lieu, sûr et discret. « Papa est fâché ?» demanda l'enfant. « Papa a fait des erreurs », répondit-elle doucement. « Et maintenant, des adultes s'en occupent. »
Pour la première fois depuis le début, elle sentit que le rapport de force s'était inversé. Mark avait tenté d'exécuter son plan, et chaque geste avait révélé, au grand jour, ce qu'il croyait encore pouvoir cacher. La suite s'enclencha avec une rapidité presque irréelle. 2 jours après la tentative avortée à l'école, Gabrielle se retrouva dans une salle d'audience lumineuse mais froide, assise aux côtés de Renata. Mark était là aussi, à quelques mètres, le visage fermé, les traits tirés. Il évitait son regard. Cette fois, il ne maîtrisait plus rien. La juge écouta, posa des questions précises, feuilleta les dossiers épais déposés sur son bureau. Les relevés bancaires, la procuration frauduleuse, les échanges avec l'agence immobilière, les rendez-vous médicaux suspects. Tout s'imbriquait avec une cohérence implacable. Il ne s'agit pas d'un conflit conjugal ordinaire, déclara-t-elle enfin. Les faits laissent apparaître une intention de spoliation et de manipulation grave. La mesure tomba dans un silence lourd. Protection immédiate pour Gabrielle et Théo. Interdiction pour Marc d'approcher le domicile, l'école ou toute personne liée à l'enfant sans autorisation judiciaire. Les comptes furent gelés, les biens placés sous contrôle. Une enquête pénale fut officiellement ouverte pour fraude et abus de faiblesse. Marc tenta de parler, de protester. Sa voix tremblait, manquait d'assurance. Rien à voir avec l'homme sûr de lui d'autrefois. La juge l'interrompit calmement. « Vous aurez l'occasion de vous expliquer dans le cadre approprié. » Le moment le plus délicat arriva ensuite. Théo fut entendu, dans une salle séparée, entourée de professionnels formés. Gabrielle n'assista pas à l'entretien, mais elle attendit derrière la porte, les mains crispées. Quand la psychologue sortit, son regard était grave mais doux. « Votre fils a parlé avec beaucoup de clarté, » dit-elle, sans influence apparente. Il a confirmé ce qu'il a entendu et surtout, ce qu'il a ressenti. Ces mots frappèrent Gabrielle plus fort que n'importe quel document. La vérité de son enfant, reconnue, protégée, inscrite désormais dans un cadre officiel. Elle sentit un poids immense se détacher de sa poitrine. En quittant le tribunal, le ciel était bas, chargé de nuages. Pourtant, Gabrielle marchait droite. Elle savait que le chemin judiciaire serait encore long, éprouvant, ponctué d'expertise et de délais. Mais l'essentiel était acquis. La sécurité, la parole, la reconnaissance. Le soir, dans le petit appartement temporaire, Théo dessina en silence pendant qu'elle préparait le dîner. « Maman, dit-il soudain, est-ce que j'ai bien fait de te parler ?» Elle s'agenouilla devant lui, le prit dans ses bras. « Tu as été très courageux. Grâce à toi, tout le monde est en sécurité. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Gabrielle dormit profondément. La tempête n'était pas encore totalement passée, mais la justice venait de tracer une ligne claire. Et de l'autre côté de cette ligne, une nouvelle vie commençait à se dessiner. Les mois suivants s'écoulèrent selon un rythme nouveau, plus lent, mais plus sûr. La procédure avançait, encadrée par des convocations régulières, des expertises financières, des auditions. Gabrielle apprit à vivre avec cette présence judiciaire en toile de fond, sans la laisser envahir chaque instant. Elle avait fait le plus dur, reprendre le contrôle. Professionnellement, quelque chose changea en elle. Longtemps, elle avait travaillé pour sécuriser les actifs des autres. Désormais, chaque réussite avait une saveur différente, presque réparatrice. On lui proposa de diriger une équipe plus importante, puis d'intervenir comme consultante externe sur des dossiers sensibles liés à la fraude. Elle accepta, non par ambition, mais parce qu'elle savait reconnaître les signaux faibles mieux que personne. Théo, lui aussi, évoluait. Les séances avec la psychologue devinrent moins fréquentes. Il parlait davantage, riait plus fort. À l'école, ses enseignants notèrent un changement. Moins de nervosité, plus d'assurance. Un jour, en rentrant, il annonça fièrement qu'il s'était porté volontaire pour lire à voix haute devant la classe. Gabrielle sourit, les yeux humides. Ce simple geste valait toutes les victoires. Marc, pendant ce temps, faisait face aux conséquences. Les audiences s'enchaînaient, les preuves s'accumulaient. Le faux projet de rapport psychiatrique, mis au jour, pesa lourd dans le dossier. L'homme qui avait voulu contrôler, dissimuler, manipuler,
se retrouvait exposée à la lumière crue des faits. Gabrielle ne chercha ni vengeance, ni humiliation. Elle observa de loin, concentrée sur l'essentiel. Un soir d'automne, alors qu'il marchait le long du Rhône, Théo serra la main de sa mère. « Tu sais, maman, maintenant je n'ai plus peur quand je dors. » Elle s'arrêta, se pencha vers lui. « Moi non plus. Ce n'était pas encore la fin officielle de l'histoire. Les décisions définitives prendraient du temps. Mais au fond d'eux, quelque chose était déjà scellé. La peur avait changé de camp, et à sa place grandissait une certitude tranquille. Ils avaient survécu, ensemble, et rien ne pourrait effacer ce qu'ils avaient reconstruit pas à pas. La nuit tombait doucement sur la ville, et dans ce calme retrouvé, Gabrielle comprit que ce qui avait commencé par un simple murmure était devenu une force durable, silencieuse, prête à porter leur avenir. Les années passèrent, apportant avec elle une stabilité que Gabrielle n'aurait jamais osé imaginer au plus fort de la tourmente. La décision finale de justice tomba sans éclat médiatique, mais avec une fermeté sans appel. Marc fut reconnu coupable de fraude, d'abus de faiblesse et de tentative de manipulation judiciaire. Les sanctions furent lourdes, à la mesure de ce qu'il avait tenté d'orchestrer. Pour Gabrielle, ce jugement n'avait rien d'un triomphe. C'était une clôture, une porte enfin refermée. Elle changea d'appartement, puis de quartier. Un lieu lumineux, proche d'un parc, où Théo pouvait faire du vélo en rentrant de l'école. Leur quotidien se reconstruisit autour de choses simples. Les devoirs du soir, les repas improvisés, les discussions avant de dormir. Les silences n'étaient plus pesants. Ils étaient paisibles. Professionnellement, Gabrielle continua de progresser. Elle donna des conférences, forma de jeunes analystes, participa à des projets à fort impact éthique. Sans jamais en faire un étendard, elle savait que son histoire avait affûté son regard. Elle protégeait désormais avec une vigilance presque instinctive, consciente de ce que la confiance mal placée pouvait coûter. Théo grandit, solide et curieux. Il ne se définissait pas par ce qu'il avait vécu, mais par ce qu'il devenait. Un adolescent attentif, sensible, capable de dire quand quelque chose n'allait pas. Un soir, alors qu'il riait autour d'un jeu de société, il leva les yeux vers elle. « Tu sais, maman, je crois que ce soir-là, quand je t'ai parlé, je t'ai sauvée un peu. » Elle sentit sa gorge se serrer et sourit. « Tu nous as sauvés tous les deux. » Le passé ne disparaissait pas. Il trouvait simplement sa juste place, rangé, compris, transformé. Ce qui avait commencé par un chuchotement fragile était devenu un socle, celui de la vérité, du courage et du recommencement. Et dans cette vie reconstruite, Gabrielle ne se voyait plus comme une victime, mais comme une femme debout, mère avant tout, avançant avec son fils vers un avenir apaisé, enfin libre. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne? Abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. N'oubliez pas de liker la vidéo pour aider YouTube à vous proposer davantage d'histoires comme celle-ci. Partagez-la avec un ami et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire touchante. Gros bisous et à bientôt.